La tasse de café était froide contre la paume de la main de Wyatt Mercer. Il était assis à la table de la cuisine, regardant la vapeur s'élever du liquide noir tandis que sa femme s'activait dans leur virage. Chez elle dans l'Oregon, telle une étrangère répétant des pas familiers. Hazel se tenait au comptoir, dos à lui. Même routine chaque matin depuis 12 ans. Mais quelque chose avait changé dans sa façon de tenir ses épaules. La distance prudente qu'elle gardait entre eux. « Tu te lèves tôt » dit-il. « Le service commence à 7 heures. » Sa voix était dépourvue de chaleur. Elle ne se retourna pas. Wyatt observa son reflet dans la fenêtre de la cuisine. Encore un nouveau parfum. 3e flacon ce mois-ci. Le parfum floral flottait dans l'air, étranger et cher. Son salaire d'infirmière ne lui permettait pas de s'acheter des parfums de créateur. Elle pensait que son service commençait à 8 heures le jeudi. Ils ont changé l'horaire. Réponse rapide. Trop rapide. Hazel attrapa son sac à main sur le comptoir. Le sac en cuir était rempli d'objets qui n'étaient pas là la veille. Son téléphone craqua. Elle le vérifia aussitôt, ses doigts parcourant l'écran. Qui envoie des SMS si tôt? Travail. Elle rangea rapidement le téléphone. Je dois y aller. Wyatt se leva, son 1,80 m remplissant l'embrasure de la cuisine. Hazel. Elle s'arrêta mais ne lui fit pas face. Quoi? On doit parler de quoi? De ce qui te ronge. De ce qui te fait agir comme si j'étais une étrangère avec qui tu es coincé. Elle se retourna. Ses yeux marrons ne la reconnaissaient pas. Aucun lien. Comme si elle regardait un mur. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Tant pis. Hazel serra les dents. Je suis en retard, Wyatt. On peut faire ça plus tard? Quand? Tu travailles tard tous les soirs. Tu rentres épuisé. Tu n'as pas eu de vraie conversation depuis des semaines. C'est ce qui arrive quand on est un adulte avec des responsabilités. Le mot fit l'effet d'une gifle. Wyatt travaillait depuis ses 16 ans. Syrie pendant 15 ans avant la réduction des effectifs. Maintenant, il dirigeait sa propre entreprise de construction, travaillant 70 jours par semaine pour rembourser son prêt immobilier. Bien. Il s'est retiré. Va sauver des vies. Hazel passa sans un mot. La porte d'entrée claqua derrière elle. Wyatt versa son café dans l'évier et se dirigea vers le garage. Ses outils attendaient en rangée bien ordonnée sur le panneau perforé. Ordre, contrôle, des choses qu'il pouvait réparer de ses mains. Mais certaines fractures étaient trop profondes pour les outils. Judy, 8 ans, était assise sur le canapé, coloriant un livre sur les chevaux. Ses cheveux noirs lui tombaient sur le visage tandis qu'elle travaillait, la langue tirée par la concentration. Elle ressemblait à Hazel, mais elle avait la concentration constante de Wyatt. Papa. Judy ne leva pas les yeux de son dessin. Pourquoi maman dit-elle que tu es juste gênant quand elle est au téléphone? La main de Wyatt se figea sur sa tasse de café. Quand a-t-elle dit ça? Hier et la semaine dernière. Elle parle différemment quand tu n'es pas là. Différente. Judy releva enfin les yeux. Son jeune visage exprimait une inquiétude qu'aucun enfant de 8 ans ne devrait ressentir. Heureuse comme elle l'était autrefois. Les mots étaient plus tranchants que n'importe quelle lame. Wyatt but sa tasse avec précaution. Que dit-elle d'autre? Elle rit beaucoup, mais pas du rire faux qu'elle a avec toi. Le vrai. Seigneur. Même sa fille l'a vu. À qui parle-t-elle? Judy haussa les épaules. Quelqu'un qui s'appelle T. Elle dit toujours bonjour T quand elle répond. Wyatt, c'est la mâchoire serrée. Hazel n'a jamais mentionné quelqu'un qui s'appelle T. Pas une seule fois de toutes leurs années ensemble. Je peux aller chez grand-mère Mara aujourd'hui, demanda Judy. Bien sûr, ma puce. Je te déposerai après l'école. Judy sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Elle passait plus de temps chez sa grand-mère ces derniers temps. Plus en sécurité là-bas, loin de la guerre froide entre ses parents. Cet après-midi-là, Wyatt se tenait dans son garage, les yeux fixés sur l'établi. Les outils de son grand-père étaient parfaitement rangés. 3 générations d'hommes Mercer avaient construit leur vie avec ses mains. Réparer les choses, les rendre entières. Mais comment réparer quelque chose quand on ne sait pas ce qui est cassé? Il ouvrit sa boîte à outils et en sortit un petit appareil, un enregistreur audio, activé par le mouvement.
Il l'avait acheté pour documenter les progrès sur les chantiers. Maintenant, il avait une autre utilisation en tête. Wyatt grimpa sur un escabeau et fixa l'enregistreur à la poutre du garage, caché derrière une rallonge. L'appareil avait une portée de 15 mètres. Il capterait les conversations de la cuisine, du salon, partout où Hazel pourrait penser avoir son intimité. Il se détestait pour ça, mais il avait besoin de savoir. La vérité ne pouvait pas être pire que ce poison lent qui rongeait leur mariage. Le vendredi matin arriva gris et humide. Wyatt chargea son camion pendant que Judy finissait son petit déjeuner. Son thermos de café fumait sur le tableau de bord. La radio diffusait de la country à voix basse. « Prête pour l'école » appela-t-il. Judy bondit par la porte d'entrée, son sac à dos rebondissant. « On peut avoir des beignets après » S'il promettait de manger de la vraie nourriture pour le déjeuner. Marché conclu. Wyatt démarra le moteur. Le camion démarra en grondant. Les gaz d'échappement diesel vrombissaient dans l'air froid. Il posséderait cette Ford pendant 8 ans. Il l'entretenait lui-même, changeait l'huile tous les 4800 km et remplaçait les plaquettes de frein il y a 6 mois. Ils traversèrent les rues tranquilles de Ben. Des navetteurs matinaux se rendaient au travail en ville. Judy bavardait à propos d'un devoir de lecture à rendre la semaine prochaine. Normal, sûr. L'école se trouvait au pied de Long Hill. Wyatt avait emprunté ce trajet des centaines de fois. Il connaissait chaque virage, chaque stop. À mi-pente, il appuya sur la pédale de frein. Rien ne l'empêcha d'appuyer plus fort. La pédale s'enfonça à fond. Papa, Judy, sentit que quelque chose n'allait pas. Le camion prit de la vitesse. 48 km/h, 64 km/h. Le parking de l'école se précipita vers eux. Des enfants marchaient sur le trottoir. Des parents déposaient leurs enfants. Dot. L'esprit de Wyatt devint glacial et percutant. Deux choix, tenter de tourner dans le champ vide à droite ou percuter le chêne droit devant. Le champ risquait de faire rouler le camion. Judy pourrait être projetée. L'arbre les arrêterait net. Tiens-toi bien, ma puce. Wyatt tourna le volant à fond à gauche et visa le chêne. Mieux valait encaisser l'impact lui-même. Le côté passager serait plus sûr. Le camion percuta à 45 minutes. Le métal hurla. Le verre explosa. Le monde devint blanc, puis noir. La conscience se brisa. Bruit d'hôpital. Machine qui bipait. L'odeur du désinfectant. Douleur dans les côtes comme du verre brisé. Wyatt essaya de bouger. Sa jambe gauche refusait de réagir. Des bandages lui couvraient la tête. Tout lui faisait mal. Judy, sa voix s'éleva comme un croassement, sans réponse. La pièce était sombre. La lumière de fin d'après-midi filtrait à travers les stores. Depuis combien de temps était-il inconscient? Des pas dans le couloir. Des voix discutaient de patients, de médicaments, de changements d'équipe. Le rythme normal d'un hôpital. La porte s'ouvrit en grand. Le visage de Judy apparut, les yeux écarquillés de peur. « Papa » murmura-t-elle comme si elle avait peur de le réveiller. « Dis donc, mon chéri, pourquoi as-tu essayé de sourire? Ça va ?» Judy hocha la tête, mais des larmes coulèrent sur ses joues. Elle regarda nerveusement autour d'elle, puis s'approcha de son lit. « Papa, écoute-moi. » Sa voix était pressante, effrayée. « Tu dois te cacher sous le lit. Que maman ne te voie pas encore réveillée. »« Quoi ? S'il te plaît, fais-le. Fais-moi confiance. » La peur dans sa voix trahit sa confusion. Wyatt avait appris à sa fille à se fier à son instinct. Si elle sentait un danger, il y avait danger. « Aide-moi. » Judy tira la couverture sur sa tête et disposa les oreillers pour qu'il ressemble à sa silhouette endormie. Puis elle l'aida à glisser du matelas sur le sol froid. Sa côte cassée hurlait. Sa jambe était inutilisable, mais il resta silencieux. Judy s'assit dans le fauteuil des visiteurs et prit un cahier de coloriage. D'un air normal, des pas se rapprochèrent. La porte s'ouvrit. « Comment va-t-il » La voix d'Hazel était la même. Le médecin dit qu'il pourrait ne pas se réveiller avant plusieurs jours. Wyatt retint son souffle. Hazel n'était pas venue depuis l'accident. Elle semblait presque soulagée. Et ses jambes étaient douloureuses.
Le médecin a dit que même s'il se réveillait, il pourrait ne plus remarcher. Silence. Puis le téléphone d'Azel vibra. Je dois prendre ça. Azel s'avança dans le couloir, mais sa voix portait. Toujours inconscient. Il ne remarchera pas de toute façon. Une fois la dose de morphine augmentée, on aura une conclusion. Une pause. Quelqu'un parle à l'autre bout du fil. Je sais, mais c'est mieux comme ça. Plus propre. Personne ne remettra ça en question. Une autre pause. L'argent arrivera. Ensuite, on sera libre. Pourquoi? C'est du sang glacé. De l'argent. Une conclusion. De la morphine. Elle parlait de le tuer. La conversation s'est terminée. Des pas sont revenus. Je dois y aller. Azel l'a dit à Judy. Les heures de visite sont presque terminées. Puis-je rester un peu plus longtemps? D'accord, mais pas trop tard. La porte s'est refermée. Judy a aidé Wyatt à se recoucher, ses petites mains tremblantes. Que as-tu entendu avant mon arrivée? Demanda-t-il. Maman parle à quelqu'un au téléphone. Elle a dit que l'accident était parfait. Que maintenant tout s'arrangerait. Parfait. Les freins avaient lâché au pire moment. Mais Wyatt venait de les remplacer. Plaquettes neuves, liquide neuf. Il avait fait le travail lui-même. Judy, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Peux-tu faire quelque chose pour moi sans le dire à personne? Elle a hoché la tête. Rentre chez toi. Dans ma boîte à outils, il y a un petit enregistreur. Apporte-le-moi demain. Peut-être tu fais ça? Celui que tu utilises pour le travail. C'est vrai. Mais ne le montre pas à maman. Papa, on a des ennuis? Wyatt serra sa fille contre lui malgré la douleur. Non, ma puce, mais il faut que je règle certaines choses. Judy le serra fort dans ses bras. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, plus que tout. Après son départ, Wyatt fixa le plafond. Sa femme avait tenté de le tuer, la femme qu'il aimait depuis 12 ans, la mère de son enfant, et elle comptait bien finir le travail. Le lendemain soir, Judy lui glissa l'enregistreur dans son sac à dos. Wyatt vérifia le fichier, 3 jours d'audio. Il brancha des écouteurs et écouta. Le premier jour fut normal. Azel au téléphone avec sa mère. Conversation sur la liste de courses. Rien de suspect. Deuxième jour. Une voix masculine dans leur cuisine. Une voix grave et rauque. Wyatt ne la reconnut pas. Les conduites de frein sont propres, dit l'homme. On dirait une panne mécanique. Tu es sûr que je sais ce que je fais, Azel? Des années dans les marines. Je peux faire passer n'importe quoi pour un accident. La main de Wyatt tremblait. Quelqu'un avait saboté son camion. Et l'assurance? Demanda Azel. 500 000 $ plus la maison est remboursée s'il meurt. Tu seras tranquille. Et s'il survit, il ne survivra pas. Pas après ce soir. L'enregistrement se tut. Puis des pas, une porte se fermant. Wyatt passa au 3e jour. Hier, alors qu'il était inconscient dans son lit d'hôpital, la voix d'Azel, toujours dans le coma. Le médecin pense qu'il aura besoin de soins à temps plein s'il survit. La même voix masculine. C'est mieux s'il ne survit pas. Moins compliqué. Travis, je ne peux pas. Tu voulais ça. Tu te souviens? Tu m'as appelé. Tu as dit que tu en avais assez de jouer à la maison avec un homme qui t'ennuie à mourir. Travis. Le nom a déclenché un souvenir. Le petit ami d'Azel au lycée. Elle l'a mentionné une fois il y a des années. Elle a dit qu'il s'était engagé dans l'armée après avoir obtenu son diplôme. Je sais, dit Azel. Mais le tuer, on ne le tue pas. On laissait la nature suivre son cours. La morphine ne faisait qu'aider les choses. Wyatt avait le sang glacé. Ils allaient lui faire une overdose. Faire croire que ses blessures étaient trop graves. Personne ne remettrait en question la situation quand Azel le demanderait ce soir. Je m'en occupe. Il suffit que tu sois là pour jouer l'épouse en deuil. L'enregistrement s'arrêta là. Wyatt retira son avant-bras et se releva péniblement. Sa jambe gauche céda, mais il se força à se relever. Il devait sortir. Il devait protéger Judy.
Il devait les faire payer. Mais d'abord, il avait besoin d'aide. Ryan et Brox trouvèrent Wyatt essayant de marcher dans le couloir de l'hôpital à 2 heures du matin. La jeune infirmière faisait sa ronde de nuit lorsqu'elle le vit s'agripper au mur pour se soutenir. « Monsieur Mercer, vous ne devriez pas être debout. Je dois partir. » La voix de Wyatt était rauque de douleur. « Vous avez 3 côtes cassées et un fémur fracturé. Vous n'irez nulle part. » Ryan l'aida à se recoucher. Elle avait une trentaine d'années, un regard bienveillant et des mains fermes. Le genre d'infirmière qui elle se souciait vraiment de ses patients. « Il y a un problème, dit Wyatt. Ma femme. Elle prépare quelque chose. Que voulez-vous dire ? Wyatt observa son visage. Pouvait-il lui faire confiance ? Avait-il le choix ? Pouvez-vous consulter mon dossier médical ? Voir si quelqu'un a prescrit des modifications à mon traitement. Ryan hésita. Ce n'est pas vraiment le cas, s'il vous plaît. Ma vie pourrait en dépendre. Quelque chose dans sa voix la convainquit. Elle ouvrit son dossier sur l'ordinateur de la chambre. Étrange. Vous avez été signalé pour des soins palliatifs plus tôt dans la journée. De la morphine à haute dose pour gérer la douleur. Des soins palliatifs ? C'est pour les patients mourants. C'est bien ce que je pensais. Mais l'ordonnance venait du docteur Harrison. Il dit que vous l'avez demandé. Je suis inconscient depuis 3 jours. Comment pourrais-je demander quoi que ce soit ? Ryan fronça les sourcils en regardant l'écran. La demande est venue par l'intermédiaire de votre femme. En tant que plus proche parente, elle a une procuration médicale. Wyatt serra les mâchoires. Hazel utilisait ses connaissances en soins infirmiers pour l'assassiner légalement. Écoutez-moi, dit-il. Ma femme essaie de me tuer. Ce soir. Pouvez-vous retarder la prise de ce médicament ? Monsieur Mercer, c'est une accusation grave. Vérifiez le liquide de frein de mon camion. Quelqu'un a coupé la conduite. Ce n'était pas un accident. J'ai couru et les regardé fixement. Vous croyez vraiment que votre femme veut votre mort ? J'ai des preuves. Des enregistrements audio, mais j'ai besoin de temps pour les apporter à la police. L'infirmière s'est mordu la lèvre. Je pourrais retarder la morphine. Disons qu'il y a eu un problème d'approvisionnement de 12 heures. C'est tout ce dont j'ai besoin. Si vous mentez, je pourrais perdre mon travail. Si je dis la vérité, vous me sauverez la vie. Ryan hocha lentement la tête. Je vais retarder la prise de ce médicament. Mais vous devez rester dans ce lit. Si le docteur Harrison vous voit déambuler, il annulera ma décision. Merci. Ne me remerciez pas encore. Si votre femme essaie vraiment de vous tuer, 12 heures pourraient ne pas suffire. Après son départ, Wyatt a appelé la seule personne en qui il pouvait avoir entièrement confiance. Papa. La voix endormie de Judy a répondu. Dis, bébé. Tu es chez grand-mère ? Ouais. Maman a dit que tu dormais encore. Je peux venir te voir demain ? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi d'abord. Tu te souviens de l'iPad que tu utilises pour l'école ? Celui avec les photos de maman dessus. C'est vrai. Tu peux me l'apporter ? Ne le dis à personne. Ni à maman. Ni à grand-mère. Apporte-le, c'est tout. Ok. Tu te sens mieux ? Beaucoup mieux. Je t'aime, Judy. Je t'aime aussi, papa. Wyatt raccrocha et s'allongea contre les oreillers. Ses côtes hurlaient à chaque respiration. Sa jambe le lançait, mais il avait l'esprit clair. Hazel pensait être mariée à un simple ouvrier du bâtiment, quelqu'un qu'elle pouvait manipuler et rejeter. Elle n'avait aucune idée à qui elle avait vraiment affaire. Les Mercer étaient des combattants depuis 3 générations. Son grand-père avait survécu au théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Son père était rentré du Vietnam avec des cicatrices qui ne cicatrisaient jamais, mais qui ne se brisaient jamais. Wyatt avait hérité de ce même noyau d'acier, de la capacité à endurer. Le plan d'attendre le bon moment pour riposter. Hazel était sur le point d'apprendre que certains hommes ne partent pas discrètement. Le lendemain matin, Judy est arrivée avec son iPad d'école caché dans son sac à dos. Wyatt a vérifié les paramètres de l'appareil. Comme il le soupçonnait, il était synchronisé avec le compte iCloud d'Hazel. Photos partagées, messages, tout. Mais tu es une fille intelligente,
a-t-il dit à Judy. Plus intelligente que ta mère ne le pense. Wyatt a parcouru les messages supprimés d'Hazel. La plupart étaient des plannings de travail routiniers, des listes de courses, mais un fil de discussion l'a fait bouillir de rage. Des messages avec Travis Ricker. Les lignes de Travis sont nettes. Un camion descend la colline mardi matin. Hazel, et s'il survit? Travis, puis on termine à l'hôpital. Je connais des gens là-bas. Hazel, combien? Travis, l'assurance paie 500 000 plus ses économies. La maison, on la partage à 50-50e. Hazel, et Judy? Travis, la fille va chez ta mère. On disparaît. Un nouveau départ dans le Colorado. Les mains de Wyatt tremblaient de rage. Il prévoyait d'abandonner sa fille. La laisser orpheline et seule pendant qu'il vivait de son assurance vie qu'il avait fait défiler plus loin. Les messages remontaient à 6 mois. Hazel, je ne supporte plus qu'il me touche. Travis, alors laisse-le, Hazel. Et tu auras quoi? La moitié de rien. Il est ruiné, Travis. Les affaires sont en faillite. Travis, alors on s'assure que tu obtiennes tout. Hazel, qu'est-ce que tu veux dire, Travis? Les accidents arrivent, surtout aux hommes qui ont des boulots dangereux. La chronologie prenait sens maintenant. Hazel préparait ça depuis des mois. Chaque indifférence, chaque dispute, chaque excuse pour éviter l'intimité, tout cela faisait partie de sa stratégie. Le faire se sentir isolé. Faire en sorte que leur mariage semble brisé. Pour qu'à sa mort, personne ne soupçonne autre chose qu'un tragique accident. Papa Judy remarqua son expression. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, mon chéri. Juste lire des trucs ennuyeux du travail. Mais ce n'était pas rien. C'était tout. Sa femme était une tueuse de sang-froid, et elle utilisait leur fille comme appât pour le faire douter. Wyatt parcourut d'autres messages, cherchant tout ce qui pourrait l'aider. Puis il trouva quelque chose qui lui fit arrêter son cœur. Travis, quoi? À propos de ton beau-frère? Hazel. Kellen, et lui? Travis, il pose des questions sur tes finances. Tu crois qu'il se passe quelque chose? Hazel, il a toujours été trop curieux. Travis, ça pourrait être un problème. Hazel, laisse-moi m'occuper de Kellen. Les messages dataient de 3 semaines avant la mort de Kellen. Le frère de Wyatt s'était soi-disant suicidé. Il avait sauté d'un pont à l'extérieur de la ville. Mais maintenant, Hazel, c'est fini. Kellen ne parlera à personne. Travis, comment? Hazel lui a dit que je le dénoncerais pour harcèlement s'il ne signait pas de papier. Lui a fait croire que Wyatt se méfiait de lui. Gilles l'a dévoré vivant. Travis dans le fond fiduciaire. Hazel va voir Judy quand elle aura 18 ans. Je contrôle tout jusque-là. Wyatt a fermé les yeux. Son frère ne s'était pas suicidé. Hazel l'Y avait poussé. Elle l'avait manipulé en lui faisant croire que sa propre famille le prenait pour un prédateur. Kellen posait des questions parce qu'il se souciait de lui, parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, et Hazel l'avait assassiné pour ça. J'ai besoin d'aller aux toilettes, dit Wyatt à Judy. Tu veux que je t'aide? Non, ma puce. Reste ici et colorie. Wyatt boitilla jusqu'à la salle de bain et verrouilla la porte. Puis il appela la seule personne qui pourrait avoir des réponses. Salut, c'est Wyatt. Saluchin était la petite amie de Kellen depuis 2 ans. Elle tenait un bar du coin où Kellen passait la plupart de son temps libre. Wyatt, comment vas-tu? J'ai entendu parler de l'accident. Je suis vivant. Écoute, je dois te poser des questions sur Kellen. Silence. Et lui alors? Sa mort. A-t-il déjà parlé d'Hazel? De ta femme? Oui, en fait. Il s'inquiétait de quelque chose la concernant. Il a dit que tu lui posais des questions bizarres sur tes finances. Quel genre de questions? Sur tes économies, ton assurance vie, la valeur de la maison. Kellen a trouvé ça étrange. Il a dit qu'Hazel n'avait jamais montré d'intérêt pour l'argent auparavant. T'a-t-il dit autre chose? La semaine avant sa mort, il a dit que Hazel l'avait menacé. Elle lui a dit qu'elle l'accuserait de la harceler s'il ne reculait pas. Il était terrifié. Wyatt a dit qu'elle avait des photos de lui près de chez toi. Qu'on ait l'impression qu'il la surveillait.
Wyatt a resserré son emprise sur le téléphone. Des photos. Elle avait pris des photos de lui quand il était venu te rendre visite, mais elle t'avait rogné. Elle a fait croire qu'il se faufilait partout, qu'il l'espionnait. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? J'ai essayé, mais après les funérailles, tu étais tellement bouleversé. Et je n'avais aucune preuve. Juste la parole de Kellen contre celle de ta femme. Wyatt a raccroché et est retourné à son lit d'hôpital. Judy dessinait des chevaux dans un champ, innocente, ignorant que sa mère était un monstre. Papa, quand est-ce qu'on peut rentrer à la maison? Bientôt, ma puce. Très bientôt. Mais il ne rentrait pas à la maison. La maison, c'était là où vivait le monstre. Travis Ricker tenait un magasin de survie à 24 km de Bend. Le genre d'endroit qui vendait du matériel militaire excédentaire, du matériel de camping et des articles sans utilité légale pour les civils. Wyatt a demandé à Ryan de vérifier les antécédents de Travis pendant sa pause. Les informations qu'elle a trouvées ont dressé un tableau clair. Démobilisé des marines il y a 8 ans, a-t-elle rapporté. Démobilisé pour agression et vol de biens militaires. Quel genre de biens? Des armes, des explosifs, le genre de choses qui finissent au marché noir. Son casier judiciaire a été fermé à cause de son service militaire. Mais j'ai un ami au bureau du shérif. Il dit que Travis a été suspecté dans 3 affaires de fraude à l'assurance. Jamais assez de preuves pour engager des poursuites. Parfait. Hazel avait choisi un expert. Il y a autre chose. Rien n'en dit, la mort de ton frère. Travis était en ville cette semaine-là. Il avait loué une chambre de motel sous un faux nom. Wyatt sentit les pièces du puzzle se mettre en place. Travis n'avait pas seulement aidé à réparer les lignes de rupture. Il avait aussi participé au meurtre de Kellen. Comment sais-tu pour le motel? Mon ami a sorti les dossiers. Travis a utilisé une carte de crédit correspondant à son vrai nom. Erreur grossière. Ton ami peut-il faire des copies de ces dossiers? C'est déjà fait. Ryan lui tendit un dossier. Il pensa que tu pourrais en avoir besoin. Wyatt étudia les documents. Travis était à Bend depuis 4 jours avant la mort de Kellen. Il avait visité le pont où Kellen avait sauté. Il était allé au bar où Kellen avait passé sa dernière nuit. Il n'a pas seulement poussé Kellen au suicide. Wyatt dit. Il a fait en sorte que cela se produise. Qu'est-ce que tu vas faire? Obtenir des preuves, puis les faire payer. Fais attention, Wyatt. Ces gens ont déjà tué 2 fois. Ils n'auront pas de 3e chance. Cet après-midi-là, Wyatt appela le contremaître de son équipe de construction. Rick, c'est Wyatt. J'ai besoin d'un service. Patron, comment te sens-tu? Comme si j'avais été renversé par un camion. Écoute, tu te souviens des caméras de sécurité qu'on a installées chez Morrison? Le détecteur s'est déclenché une fois. Ouais, il faut que j'inspecte ma maison. Voir s'il y a des images de la semaine dernière. Qu'est-ce que je cherche? Quelqu'un qui n'a rien à faire là, surtout autour de mon garage. Tu penses que quelqu'un a touché à ton camion? Je sais que oui. Tu peux vérifier ce soir? Bien sûr, patron. Tu veux que j'appelle la police si je trouve quelque chose? Non, appelle-moi. Eric, n'en parle à personne. Surtout pas à Hazel. Compris. Wyatt raccrocha et regarda par la fenêtre de l'hôpital. Ben semblait paisible depuis le 4e étage. Des rues calmes, des familles normales vaquant à leurs occupations. Aucune d'elles ne savait que des monstres vivaient parmi elles. Son téléphone vibra. Un SMS d'Hazel. Le médecin dit, vous allez mieux. Je viendrai ce soir. Elle venait terminer ce que Travis avait commencé. Mais cette fois, Wyatt serait prêt. Rick a rappelé à minuit. Patron, ça ne va pas vous plaire. Qu'avez-vous trouvé? Des images de la caméra de votre garage. On voit un type en train de cambrioler mardi dernier. Il a passé 20 minutes sous votre camion. Vous voyez son visage? Clair comme de l'eau de roche. Un grand gaillard, coupe militaire, une cicatrice sur la joue gauche. Vous voulez que je vous envoie la vidéo par email? Envoyez-la sur mon compte professionnel. Eric, fait-on des copies? Cachez-les en lieu sûr. Déjà fait, patron. Ce type savait ce qu'il faisait.
Il a foncé droit sur les freins, comme s'il l'avait déjà fait. Merci, Rick. Je te dois bien ça. Content que tu sois en vie. Ce fils de pute a essayé de te tuer. Wyatt a accédé à sa messagerie professionnelle sur l'iPad de Judy. La vidéo était d'une netteté irréprochable. Travis Ricker rampant sous le camion, coupant la conduite de frein avec une précision professionnelle. Il portait même des gants pour éviter les empreintes digitales. Mais il a commis une erreur. Il a regardé directement la caméra après avoir terminé, comme s'il était fier de son travail. Quel salaud arrogant! Le téléphone de Wyatt a sonné. Numéro inconnu. Bonjour, monsieur Mercer. Ici l'inspectrice Sarah Walsh. Police de Ben. J'ai cru comprendre que vous souhaitiez signaler une activité suspecte concernant votre accident. Wyatt fronça les sourcils. Je n'ai pas appelé la police. Votre infirmière, Ryan et Brox, nous ont contactés. Ils ont dit que vous aviez des inquiétudes pour votre femme. Ryan vous a appelé. Elle s'inquiète pour votre sécurité. Elle dit que vous avez des preuves que votre accident était intentionnel. Pourquoi? J'ai pensé raccrocher, mais il avait besoin d'alliés et la police aurait des ressources qu'il n'avait pas. Pouvez-vous venir à l'hôpital? J'ai quelque chose à vous montrer. J'y vais. 30 minutes plus tard, l'inspectrice Walsh est arrivée. Elle était plus jeune que Wyatt ne l'avait prévu, peut-être 35 ans, avec un regard perçant et une attitude neutre. Montrez-moi ce que vous avez, a-t-elle dit. Wyatt a montré la vidéo du garage sur l'iPad. Walsh a regardé en silence, son expression s'assombrissant. Connaissez-vous cet homme? Travis Ricker, l'ex-petit ami de ma femme. Il prépare ça depuis des mois. Wyatt lui montra les SMS, les relevés financiers, tout ce qu'il avait trouvé. Walsh prit des notes pendant qu'elle écoutait. Monsieur Mercer, c'est suffisant pour les arrêter tous les deux. Tentative de meurtre, complot, assurance, fraude. Et la mort de mon frère? C'est plus difficile à prouver. Mais si on arrive à faire parler Travis, il pourrait nous donner quelque chose. Quand procédez-vous aux arrestations? Demain matin. On se coordonnera avec le bureau du procureur. Wyatt secoua la tête. Trop tard. Hazel vient ici ce soir pour finir le travail. Ensuite, on sera prêt pour elle. Non. Si vous l'arrêtez maintenant, Travis disparaîtra. Et je veux qu'ils paient tous les deux pour ce qu'ils ont fait à Kellen. Que proposez-vous? Quel essai? Enregistrez tout. Alors vous aurez tenté de tuer en temps réel. Walsh le fixa du regard. Vous parlez de vous utiliser comme appât. Je parle de justice. C'est trop dangereux. Inspecteur, ces gens ont tué mon frère et ont tenté de m'assassiner devant ma fille. Dangereux est loin d'être le mot qui résume ce que je suis prêt à faire. Walsh resta silencieuse un long moment. Puis elle hocha la tête. On va mettre la pièce sous surveillance. Prévoyez des renforts, mais si les choses tournent mal, ils ne le feront pas. Je sais exactement comment ça va finir. Wyatt passa la journée suivante à se préparer. Rhiannon l'aida à s'entraîner à paraître inconscient tout en restant vigilant. L'équipe de l'inspecteur Walsh installa des caméras et des micros cachés dans toute la pièce. Souvenez-vous, dit Walsh, il faut qu'elle avoue le complot du meurtre sur bande vidéo. N'insistez pas trop, sinon elle aura des soupçons. Je sais ce que je fais, et si Travis se présente, vous en aurez deux pour le prix d'un. À 19h, Wyatt prit un léger sédatif pour ralentir son rythme cardiaque et sa respiration. Pas assez pour perturber sa réflexion, juste assez pour ressembler à un homme qui s'accroche à peine à la vie. Judy avait été envoyée chez sa grand-mère. Une chose de moins à craindre. Des pas dans le couloir. Wyatt ferma les yeux et calma sa respiration. La porte s'ouvrit. Hazel entra seule. « Bonjour, mon cœur, dit-elle doucement. Ah, comment te sens-tu? » Wyatt ne répondit pas. Aux yeux de tous, il semblait inconscient. Hazel se rapprocha du lit. Son parfum emplissait la pièce. La même odeur onctueuse qui avait été le premier signe de sa trahison. Le médecin dit que tu ne te réveilleras peut-être pas, poursuivit-elle. Tout ce traumatisme crânien. Ton pauvre cerveau ne peut tout simplement pas le supporter. Elle s'assit dans le fauteuil des visiteurs et sortit son téléphone. C'est moi, dit-elle quand quelqu'un répondit. Il est plus mal qu'hier.
Le médecin pense qu'il est temps. La voix de Travis résonna clairement. Je suis sur le parking. Donne-moi 5 minutes. Et si on te voit? Je porte une blouse. On dirait n'importe quel autre employé d'hôpital. Les infirmières sont de garde légère. Seulement 2 à cet étage. Je peux les gérer. Travis, si on se fait prendre, on ne le fera pas. C'est fini, Hazel. Demain, tu seras veuve avec un demi-million d'assurance. L'appel s'interrompit. Hazel se leva et se dirigea vers la fenêtre. Je suis désolé, Wyatt, mais tu n'as jamais été à la hauteur. Jamais ambitieux. Jamais prêt à prendre des risques. Elle se retourna vers son lit. Travis me comprend. Il voit du potentiel là où tu vois des obstacles. D'autres pas dans le couloir. La porte s'ouvrit à nouveau. Travis Ricker entra, vêtu d'une blouse volée et portant une trousse médicale. Il était plus grand que Wyatt ne l'avait imaginé, avec des yeux morts et des mains qui bougeaient comme des prédateurs. « Mais quelqu'un t'a vu ?» demanda Hazel, assommant l'infirmière du poste. « Là elle va rester inconsciente pendant 1 heure. Tu ne l'as pas tuée. Ce n'était pas nécessaire. Elle croira s'être évanouie à force de travailler trop dur. » Travis s'approcha du lit de Wyatt et ouvrit la trousse médicale. À l'intérieur se trouvaient 3 seringues remplies d'un liquide clair. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Hazel. « De la morphine. Assez pour arrêter son cœur. Mais on dirait que son corps a abandonné le combat. » Comment le sais-tu? Il a fait ça 2 fois en Afghanistan. Des prisonniers ennemis qui ont trop bavardé. On a fait passer ça pour du stress de combat. Travis prit la première seringue. C'est pour Kellen. Il se dirigea vers la ligne 4 de Wyatt. C'est à ce moment-là que Wyatt ouvrit les yeux. Je ne ferai pas ça à ta place. Travis se retourna, la seringue levée comme une arme. Que diable? Wyatt s'assit dans son lit, la voix forte et claire. Surprise, Travis. Je suis bien plus difficile à tuer que tu ne le pensais. Comment es-tu réveillé? Hazel recula vers la porte. Parce que j'ai changé les sédatifs. Wyatt sortit un petit appareil d'enregistrement de sous son oreiller et enregistra tout ce que tu venais de dire. Travis se précipita en avant avec la seringue, mais Wyatt était prêt. Il attrapa le poignet de Travis et le tordit violemment. La seringue tomba au sol avec fracas. La porte s'ouvrit brusquement. L'inspecteur Walsh et 2 policiers en uniforme entrèrent, armes au poing. Ben, la police. Personne ne bouge. Travis attrapa une autre seringue. L'un des policiers le plaqua au sol. Les seringues restantes s'éparpillèrent sur le carrelage. Hazel Mercer, tu es en état d'arrestation pour tentative de meurtre, dit Walsh en brandissant des menottes. C'est de la folie, hurla Hazel. Il me piège. Vraiment? Walsh brandit l'enregistreur. Parce qu'on vient de t'entendre planifier son meurtre en temps réel. Travis se débattit contre l'agent qui le maintenait. C'est de la séquestration. Non, dit Wyatt en se relevant péniblement. C'est la justice. Tandis qu'ils emmenaient Hazel, elle se tourna vers Wyatt. Espèce de salaud. Tu as tout gâché. J'ai sauvé ma vie et celle de mes filles. Travis ne parlera jamais. Tu ne peux rien prouver contre Kellen. Wyatt sourit froidement. On a déjà des preuves. Une vidéo de Travis au pont. Les archives de l'hôtel le localisant en ville. Et maintenant, il tente de m'assassiner avec le même cocktail de drogue qui aurait fait paraître le suicide de Kellen naturel. Le visage d'Hazel se vida. Au revoir, Hazel. Profite bien des 20 prochaines années. Le tribunal du comté et l'orchestre avaient connu leur lot d'affaires dramatiques, mais le procès d'Hazel Mercer et Travis Ricker avait attiré une foule sans précédent. Les équipes de télévision locales étaient alignées le long des marches. Les journalistes interviewaient des voisins qui affirmaient avoir toujours senti quelque chose d'anormal chez le couple. Wyatt était assis au premier rang, les jambes toujours dans une orthèse, mais l'esprit vif comme l'acier. Judy est restée auprès de sa grand-mère pendant le procès. Aucun enfant ne devrait assister au procès de sa mère pour meurtre. La procureure Rebecca Morrison s'est présentée devant le jury. Sa déclaration d'ouverture a été prononcée avec une précision chirurgicale. Mesdames et messieurs, cette affaire est celle de la cupidité déguisée en amour et du mal. Déguisée en accident.
Les accusés n'ont pas seulement tenté d'assassiner Wyatt Mercer. Ils ont réussi à assassiner son frère, Kellen, et ils avaient prévu d'abandonner une fillette de 8 ans pour brouiller les pistes. Les preuves étaient accablantes. Les images du garage montraient Travis sabotant le camion. Les SMS révélaient des mois de préparatifs. Les enregistrements audio les ont filmés en train de tenter un meurtre en temps réel. Mais le témoin le plus dommageable de l'accusation était Travis lui-même. Face à la peine de mort, il avait accepté de témoigner contre Hazel en échange de la prison à vie. La trahison était terminée. Elle m'a contacté en premier, a déclaré Travis à partir du stand du témoin. A dit qu'elle était fatiguée d'être mariée à un perdant. Je voulais recommencer avec quelqu'un qui l'a compris et vous avez suggéré de meurtre son mari. Demanda Morrison. Elle l'a suggéré. Je viens de fournir l'expertise. Et Kayla Mercer? Il posait trop de questions. Hazel a dit qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas avec leurs finances. Vous l'avez donc tué. Nous l'avons conduit au suicide. Il lui a fait penser que sa propre famille le soupçonnait d'être un harceleur. La culpabilité a fait le reste. Wyatt a regardé le visage de Hazel lors du témoignage de Travis. Pas de remords, pas de regrets, juste une fureur froide d'être trahi par son complice. Quand c'était son tour de témoigner, Hazel a essayé de se peindre comme victime. Travis m'a manipulé, dit-elle, des larmes coulant sur son visage. J'ai été piégé dans un mariage sans amour. Il a promis que nous pourrions être ensemble si Wyatt était parti. Mais vous avez envoyé les SMS planifiant le meurtre que Maurice a rencontré. Il m'a fait les envoyer. Pense qu'il est temps. A présidé des affaires criminelles pendant 20 ans, mais même elle semblait secouée par la portée de la conspiration. Monsieur Mercer, a-t-elle dit, aimeriez-vous faire une déclaration d'impact sur la victime? Wyatt se tenait lentement, ses jambes toujours faibles, mais sa voix forte. Votre honneur, je me tenais sur la tombe de mon frère et me blâme de ne pas avoir vu sa douleur. J'ai tenu ma fille pendant qu'elle pleurait pour son oncle, ne sachant pas que sa propre mère l'avait assassinée. Il se tourna pour faire face à Hazel. Elle regarda droit devant, refusant de rencontrer ses yeux. La femme que j'ai épousée est décédée bien avant d'essayer de me tuer. La personne assise là est un étranger qui a volé 12 ans de ma vie et a essayé de voler le reste. Sa voix se durcit, mais elle a échoué. Et maintenant, elle passera les 2 prochaines décennies à apprendre à quoi ressemble la vraie prison. Le juge Hendrix hocha la tête. Madame Mercer, vous avez été reconnue coupable de complot pour commettre un meurtre, une tentative de meurtre, une fraude à l'assurance et un accessoire à la mort injustifiée de Kayla Mercer. Le tribunal vous condamne à 25 ans de prison d'État sans possibilité de libération conditionnelle. Hazel a finalement regardé Wyatt. Ce n'est pas fini. Oui, c'est. Travis a reçu la vie sans libération conditionnelle. Sa formation militaire avait fait de lui un tueur expert, mais cela a également fait de lui un risque de vol. Aucun procureur n'était prêt à prendre des risques avec un homme qui pouvait disparaître indéfiniment dans le désert. Alors qu'il menait les accusés. Pourquoi cela ressentait quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois? Paix, pas le bonheur. Cela prendrait du temps, mais le poison avait été coupé. Les blessures pourraient enfin guérir 6 mois après le procès. Wyatt a reçu une lettre de la compagnie d'assurance. Le chèque de règlement était plus grand que prévu. La police d'assurance Hazel avait tenté de percevoir avait été annulée en raison de sa condamnation pénale. Mais Wyatt s'est qualifié pour un règlement de mort injustifié lié au cas de Kell. L'argent ne ramènerait pas son frère, mais cela garantirait l'avenir de Judy. Wyatt a déposé le chèque et s'est rendu au cimetière où Kellen a été enterré. La pierre tombale était un simple granit avec le nom et les dates de son frère. En dessous, Wyatt avait ajouté une ligne. Frère bien-aimé, oncle dévoué, assassiné par des lâches. Et, Kell dit Wyatt, à genoux à côté de la tombe. Ils sont enfermés, tous les deux, 25 à vie. Le vent bruissait à travers les pins. Bend était magnifique à la fin du printemps avec des montagnes enneigées visibles au loin. Kellen avait adoré ce point de vue. Je suis désolé de ne pas vous avoir protégé. Désolé, je n'ai pas vu ce qu'elle faisait. Wyatt a placé des fleurs fraîches sur la tombe, mais elle ne fait plus jamais de mal à personne. Je m'en suis assuré. Une voiture s'est arrêtée dans le parking du cimetière. Salut est sorti en portant son propre bouquet. Je pensais que je pourrais vous trouver ici, a-t-elle dit, approchant de la tombe. Comment s'est déroulée l'audience d'appel?
Refusé. La conviction de Travis est entendue. Il mourra en prison. Salus s'agenouilla à côté de Wyatt et plaça ses fleurs à côté de la sienne. Kellen sera fier de vous. Je ne sais pas à ce sujet. Je fais. Il a toujours dit que vous étiez la personne la plus forte qu'il connaissait. A dit qu'il n'avait jamais abandonné quoi que ce soit qui comptait. Il se tenait dans un silence confortable pendant quelques minutes. Puis a repris. Quoi maintenant? Maintenant j'élève mon fils, et essayer de lui donner une vie normale. C'est ça. C'est tout. 2 ans plus tard, les activités de construction de Wyatt étaient devenues la plus grande opération du centre de l'Oregon. L'argent de l'assurance avait fourni du capital de démarrage, mais sa réputation de travail de qualité a apporté des contrats stables. Il a acheté une nouvelle maison de l'autre côté de la ville. Même district scolaire pour Judy, mais pas de souvenir de la trahison de Hazel. L'endroit était plus petit, mais se sentait plus à la maison que la maison qu'il avait partagée avec un tueur. Judy avait 10 ans maintenant, lumineuse et résiliente malgré tout ce qu'elle avait enduré. Elle a rarement mentionné sa mère, mais elle avait commencé à voir une thérapeute qui l'a aidée à traiter le traumatisme. Papa. Judy leva les yeux de ses devoirs. Peut-il venir à mon école la semaine prochaine? Y avait fait partie de leur vie progressivement, naturellement. Pas comme la petite amie de Wyatt, il n'était pas prêt pour ça. Pourrait ne jamais être. Mais la tante honoraire de Judy est son amie de confiance. Si elle le veut, pourquoi ne l'appelez-vous pas et ne lui demandez-vous pas? Déjà fait. Elle a dit oui. Wyatt sourit. Sa fille apprenait à établir des relations en fonction de la confiance et de l'honnêteté. Tout ce que Hazel n'avait jamais été. La sonnette a sonné. Le détective Walsh se tenait sur le porche en tenant une enveloppe. Wyatt, j'ai des nouvelles de Hazel. Quoi maintenant? Elle a été retrouvée morte dans sa cellule ce matin. Suicide. Apparent. Wyatt ne ressentait rien. Aucune satisfaction, pas de chagrin, juste le vide où se trouvait sa femme. Comment? Surdose. A sauvé ses médicaments pendant des semaines. Walsh lui tendit l'enveloppe. Elle a laissé ça pour toi. Wyatt l'a ouvert. 3 mots dans l'écriture de Hazel. Vous avez gagné, salaud. Il a frappé la note et l'a jetée à la poubelle. Des questions pour l'enquête? Demanda Walsh. Non. Elle a fait son choix il y a 2 ans. Après le départ de Walsh, Judy est venue à la cuisine. C'était à propos de maman? Oui. Est-elle morte? Wyatt s'est agenouillé au niveau de sa fille. Oui. Elle est décédée en prison. Judy était calme pendant un long moment. Alors bon. Le mot a surpris Wyatt. Judy. Elle a essayé de te tuer, papa. Elle a tué l'oncle Kellen. Je suis content qu'elle soit morte. Wyatt a rapproché sa fille. Ne porte pas cette colère, bébé. Cela vous empoisonnera comme ça l'empoisonnait. Alors que dois-je ressentir? Rien. Elle ne mérite plus aucune de nos émotions. Cette nuit-là, Wyatt était assis sur son porche arrière, regardant des étoiles émerger sur les montagnes. La maison était calme. Judy dormait paisiblement dans sa chambre. Plus de secrets. Plus de mensonges. Son téléphone buste. Texte de I. Entendu parler de Hazel. Ça va? Wyatt a tapé. Mieux que d'accord. Libre. La torsion finale. Le lendemain matin, Wyatt a reçu un appel de l'unité d'enquête sur la fraude de la compagnie d'assurance. Monsieur Mercer, nous avons des nouvelles intéressantes sur la police d'assurance vie de votre femme. Et ça? Il a été annulé 5 mois avant votre accident. Prime non rémunérée. Si elle avait réussi à vous tuer, elle n'aurait pas reçu de sous. Wyatt a presque ri. Êtes-vous sérieux? Complètement. Elle vous aurait assassiné pour rien. Après avoir raccroché, Wyatt a dit à Judy la nouvelle. Sa fille secoua la tête avec étonnement. Elle était vraiment stupide, n'est-ce pas? Les méchants sont généralement, ma chérie. Ils se concentrent tellement sur le fait de blesser les autres, ils cessent de penser clairement. Est-ce pourquoi elle s'est fait prendre? C'est exactement pourquoi elle s'est fait prendre. 3 ans après le procès, Wyatt se tenait dans le public de l'auditorium de Judy S. Middle School.
Elle recevait un prix pour son essai intitulé La personne la plus forte que je connaisse. L'essai portait sur lui. Harry était assis à côté de lui, sa présence confortable et stable. Il s'était rapproché au fil des ans, mais Wyatt avait appris à ne rien se précipiter. La confiance est venue lentement maintenant. L'amour est venu encore plus lentement. Mais il arrivait que la voix de Judy se déroulait clairement à travers l'auditorium alors qu'elle lisait son essai. Mon père ne pleure pas. Mais je l'ai vu tout maintenir avec le silence. Il ne m'a jamais quitté, même quand quelqu'un a essayé de l'emmener. Il m'a appris que la force ne concerne pas les combats. Il s'agit de protéger les personnes que vous aimez, peu importe ce qu'elles coûtent. Wyatt sentit sa gorge se resserrer. Les siennes, la fille avait appris à voir au-delà de la surface pour reconnaître le caractère réel. Elle ne serait jamais dupe par quelqu'un comme Hazel. Après la cérémonie, les trois sont sortis pour des glaces. Judy a bavardé sur ses projets de lycée, ses rêves de devenir vétérinaire. Rêves normaux pour un enfant normal. Papa ? Demanda Judy en marchant vers la voiture. Vous avez-vous déjà manqué ? Qui ? Maman. Pourquoi ? J'ai considéré sérieusement la question. Je m'ennuie de qui je pensais qu'elle était, mais cette personne n'a jamais vraiment existé. La détestez-vous ? Non. La haine prend trop d'énergie. Je préfère dépenser cette énergie pour vous. Judy sourit et lui prit la main. Bon. Parce que j'ai besoin de toute votre énergie pour me conduire à la pratique du football demain. Wyatt rit. Le son l'a surpris. Quand avait-il recommencé à rire ? Deal, a-t-il dit. Mais vous faites la vaisselle ce soir. Ce n'est pas juste. La vie n'est pas juste, gamin. Mais cela ne signifie pas que nous cessons d'essayer de l'améliorer. Alors qu'ils rentraient chez eux dans les rues tranquilles de Ben, Wyatt a réalisé quelque chose. Il était heureux. Pas le bonheur peu profond qu'il avait confondu avec le contentement pendant son mariage, mais une profonde satisfaction qui est venue de construire quelque chose de réel qu'il avait sa fille. Il avait son travail. Il avait des amis qui avaient prouvé leur loyauté quand il importait qu'il avait survécu. Et en survivant, il avait appris la différence entre existant et vivant. La maison Hazel avait essayé de le tuer pendant avait disparu, vendu à des étrangers. L'argent d'assurance qu'elle avait convoité finançait le compte universitaire de Judy et la bourse commémorative de Kellen. Mais surtout, le silence qui avait presque détruit sa famille avait disparu. À sa place était une conversation honnête, des rires partagés et le genre d'amour qui ne pouvait pas être truqué ou manipulé. Wyatt Mercer avait appris que certaines fractures ne guérissent jamais, mais les structures les plus fortes sont souvent construites sur des fondations solides, pas des parfaites. Et il construisait quelque chose qui